pour la présenter. Donc, Lenka Zvekova, elle est maître de conférence à Grenoble INP. Elle travaille au sein du laboratoire du LEPMI, hein, qui est focalisé sur l'électrochimie et la physico-chimie des matériaux et des interfaces, avec des activités qui touchent au procédé de séparation, au recyclage, à l'analyse de cycle de vie. Et puis, plus particulièrement, et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui, sur la partie récupération du platine des piles à combustible. Voilà, merci Lenka, merci d'avoir accepté l'invitation, et puis bah, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais juste... Hop. Normalement, c'est bon. Tu me confirmes? Parfait. Super. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, je me suis permise à ajouter deux petits mots à ce titre, recyclage de platine à partir des piles à combustible PMFC. Il s'agit de pourquoi et comment. Et je vais essayer de vous guider à travers les raisons qui nous ont porté à mener ces travaux-là depuis une petite dizaine d'années. Donc déjà, je vais commencer par une petite présentation de ce que une pile à combustible. Donc c'est un dispositif électrochimique qu'on va alimenter avec l'hydrogène d'un côté. Je vais juste prendre un pointeur. Voilà. Donc qu'on va alimenter par hydrogène d'un côté de la pile à combustible qu'on va oxyder et de l'autre côté, on va l'alimenter avec l'oxygène. Cette oxydation d'hydrogène produit des protons qui seront du coup qui vont traverser ce qu'on appelle la membrane échangeuse de protons de l'autre côté où ils vont se combiner avec l'oxygène pour créer de l'eau. Ce qui accompagne cette réaction et pour qu'on va la faire, c'est qu'on va produire aussi des électrons qui vont passer par le circuit externe. Et du coup, c'est un dispositif, un petit peu comme les batteries, qui va permettre euh, d'alimenter en électricité les différents dispositifs, qu'ils soient stationnaires ou mobiles, par exemple une voiture électrique. Cette production d'électricité, elle sera aussi accompagnée par la production de l'eau et de la chaleur. Donc, au cœur de cette pile à combustible, on va avoir ce qu'on appelle l'assemblage membrane-électrode, on appelle en anglais MEA. Donc, au cœur de cet assemblage, on va avoir une membrane qui conduit les protons. C'est typiquement un matériau commercial fluoré qui s'appelle Nafion. Et d'un côté et de l'autre de cette membrane, on va avoir cathode et anode. Euh, qui sont constitués de plusieurs éléments. On va retrouver du platine sous forme de nanoparticules. Ces nanoparticules, elles sont supportées sur du noir de carbone. Et puis, on va aussi avoir du coup le lien, le nafion. Et au point de contact des trois éléments, hein, de noir de carbone, du platine et de nafion, on a le fameux point triple qui permet du coup après cette réaction de se dérouler comme on le veut, produire les protons, produire des électrons qu'on va ensuite utiliser, euh, produire l'électricité. Du coup, on va avoir ces fines objets qu'on appelle les membranes, des assemblages membranes électrodes qui vont après être empilés dans un stack pour pouvoir alimenter, par exemple, une voiture électrique ou éventuellement un poids lourd, ce qui est aujourd'hui l'application qui est actuellement ciblée pour ces objets-là. Cette réaction, vous l'avez probablement compris, est donc ces deux réactions, donc l'oxydation et réduction, elles sont catalysées par la présence du platine. Donc le platine, vous le savez probablement tous, c'est un élément et un métal qui est rare. Euh, Juste à titre d'exemple, donc vous avez sur le haut du diapo quelques données hein, qui sont peut-être pas tout à fait récents, mais vous donnent quand même un petit peu l'image. Donc la consommation annuelle de platine, c'est quelque part entre 200 et 300 tonnes du platine par an. La plupart du platine, elle est fournie par l'activité minière. Hein. Après, on a une proportion.
qui est pas négligeable, mais qui n'est pas important non plus du recyclage, et puis des stockages, des stocks stratégiques complètent le panorama. Aujourd'hui, les deux secteurs principaux qui consomment le platine, c'est les catalyseurs des voitures à moteur à combustion et la production des bijoux. Et la quasi-totalité de platine est aujourd'hui produite par Afrique du Sud, suivie un petit peu par Zimbabwe et la Russie. Donc, à titre d'exemple, pour produire 30 grammes de platine, il vous faut extraire quelque part entre 7 et 12 tonnes de minerais. Donc, ça veut dire aussi presque autant de déchets. Donc, si nos estimations sont correctes, on a les réserves de platine de 15 000 tonnes qui devraient couvrir plus ou moins 45-50 années de nos consommations et les ressources qui sont triples de cette valeur-là, de 45 000 à peu près 200 ans. Euh, le platine est parmi les métaux les plus chers. Donc, vous avez ici une petite suivi d'évolution de prix de platine sur le marché de l'année 2022, extrait directement de LME. Et puis, c'est pas le seul élément qui est rare et qui est cher dans la pile à combustible. Vous avez aussi la membrane ionomérique, celle qui conduit des protons, dont le prix varie entre 100 et 200 euros par un carré de 30 sur 30 centimètres. Et du coup, ce sont deux éléments éventuellement à recycler si on veut justifier le recyclage uniquement par rapport au prix. Le platine est également un métal, un élément critique pour l'Union européenne. Donc, il est sur la liste des éléments critiques depuis la création de ces listes, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Mais on va y trouver aussi le fluorspar, qui est le minerai qui nous sert aussi pour la production du fluor. Euh, donc on a le double risque, donc on a les métaux et les éléments qui sont importants pour l'économie européenne, mais il y a un grand risque de rupture d'approvisionnement. Puis une autre obligation ou une autre raison qui pourrait nous amener vers l'obligation de recyclage, ça peut être une obligation légale. Donc, si on se compare par rapport au secteur de batterie, donc actuellement, pour les piles à combustible, comme ce n'est pas encore une application qui est très répandue, il n'y a pas d'obligation légale à les recycler. Mais si on suit la même logique que pour les batteries, on peut imaginer que si les piles rencontrent un succès commercial important, on peut s'attendre aussi à l'obligation légale qui vont suivre avec des taux de recyclage comparables aux batteries, avec l'obligation sur la recyclabilité euh, importante de certains éléments comme le platine, voire contenu en platine recyclé, par exemple, dans le futur, avec du coup la même parallèle de ce qui se passe pour les batteries aujourd'hui. Donc on a l'argument de prix, on a éventuellement l'argument criticité, on peut dans le futur avoir aussi l'argument réglementaire et on peut aussi avoir l'argument environnemental. Car on a fait l'analyse de cycle de vie, donc ça c'est nos propres travaux, et on s'est intéressé aux principaux contributeurs aux impacts pour la phase de production de l'assemblage membrane électrode. Donc, vous voyez sur le graphique énormément de couleurs jaunes. Donc, à part deux catégories d'impact, la figure est vraiment dominée par la couleur jaune qu'on a associée au platine. Et on voit du coup que c'est le platine l'élément le plus impactant dans la pile à combustible dans notre ALM. N'empêche qu'on a quand même une importante contribution sur la déplétion de la couche d'ozone de la part euh, du, de, du nafion, donc de cette membrane échangeuse de protons, qui va avoir aussi une contribution importante, presque la moitié des impacts dans la catégorie de réchauffement global. Donc, on peut aussi ajouter l'argument environnemental pour justifier le besoin de recycler ces dispositifs. Du coup, pour un petit peu résumer les raisons, donc, pourquoi recycler platine, donc le sujet de la présentation aujourd'hui, donc pour prévenir les risques éventuels de rupture d'approvisionnement,
pour sécuriser aussi l'accès aux platines, puis également aussi pour baisser les coûts des différents matériaux. Éventuellement, dans le futur, on peut imaginer du coup des obligations légales et enfin pour réduire l'impact environnemental de ces systèmes. Euh, donc, pour réduire l'impact environnemental et les coûts de ces systèmes-là, il y a plusieurs voies qui ont été explorées et les travaux menés sur ces différentes voies. Donc, une des voies, c'est bien évidemment augmenter la durabilité de ces objets. Donc, plus long les objets vont durer, le plus on va quelque part amortir leur impact de leur production. Puis, les collègues électrochimistes ont énormément travaillé sur les deux voies suivantes. Donc, ça veut dire la diminution de chargement en platine. Donc, les dispositifs produits aujourd'hui sont beaucoup moins chargés en platine qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et on commence aussi à se poser des questions de substituer au moins partiellement le platine par d'autres métaux moins nobles. Par exemple, il y a des alliages platine-cobalt ou platine-nickel qui commencent à arriver. Et puis, bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est augmenter le taux de recyclage de ce platine, idéalement en boucle fermée. Donc ça, c'est l'image que vous connaissez tous sous différentes formes. Donc pareil, pour recycler du platine à partir des piles à combustible, on va toujours avoir les deux options principales. La pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, chacun a ses inconvénients, ses avantages. En termes d'espace, des coûts, du chimie qui seront employés. Euh, on va avoir quand même un petit peu la tendance à privilégier l'hydrométallurgie pour les piles à combustible, car si on traite l'objet un tiers, par pyrométallurgie, on va brûler la membrane. Comme elle est fluorée, on va produire aussi HF, qui est un gaz qui n'est pas souhaitable, qui nécessite des équipements spécifiques afin de résister à l'acidité de ce gaz. Euh, il n'y a pas que les chercheurs qui se sont intéressés à un recyclage de ce platine, il y a eu aussi quelques brevets qui ont été déposés. Donc, vous voyez ici sur le diapo les plus intéressants peut-être, ou en tout cas ceux qu'on a pu identifier dans la littérature. Certaines sont basées sur un traitement hydrométallurgique, certains brevets combinent un traitement thermique avec un traitement hydrométallurgique. Et quand il y a un traitement thermique qui est envisagé, il y a bien évidemment la gestion de HF qui se pose. Donc, par exemple, dans le premier brevet, vous voyez que HF sera capté par un bain d'air inorganique. Ou ici, l'incinération se fait dans un four résistant à HF. Nous, notre approche était différente, donc déjà basée sur hydrométallurgie. Et puis, comme on est un labo d'électrochimie, on a énormément d'électrochimistes et on en a aussi beaucoup qui travaillent sur ces thématiques de piles à combustible. Donc, l'idée était boucler la boucle, faire le recyclage, synthétiser les catalyseurs recyclés, puis de les tester dans une pile à combustible, comparer leur comportement par rapport aux matériaux commerciaux matériaux commerciaux de référence et puis vérifier le postulat que le recyclage est bon pour l'environnement à travers une analyse de cycle de vie. Donc, quand nous avons commencé ces travaux-là, on s'est posé les questions, hein, comment on va faire quand on suit le déroulement classique des étapes hydrométallurgiques. Est-ce qu'on fait un pré-traitement? Est-ce qu'on va découper ces objets? Donc, on a tenté plusieurs approches, objet entier, découpé en morceaux, embrayage cryogénique. Puis, en suivant le déroulé classique d'une opération hydrométallurgique, pour la dissolution, pour la lixiviation, on a eu deux approches, approche chimique avec différentes combinaisons de complexants et d'oxydants, puis aussi l'approche électrochimique. Et puis pour la purification, on a testé deux voies, échange d'ions et extraction par solvant. Et enfin, pour la récupération, deux possibilités. Précipitation d'un sel de platine, comme la première voie qu'on a testée,
Et puis les approches par boucle fermée, où on a synthétisé directement les catalyseurs par deux voies différentes que je vais vous présenter aujourd'hui rapidement. Donc tout d'abord, quand on a commencé ces travaux-là avec Lucien Duclos vers 2014, donc ça va faire 10, 11 ans aujourd'hui qu'on travaille sur ces sujets, il y a eu une seule publication qu'on a su identifier. Dans cette publication, l'AME a été pris, directement incinéré, les cendres ont été ensuite lixiviées, euh, et puis un sel a été produit. Donc nous, ça ne nous allait pas pour deux raisons, parce qu'on est plutôt chimiste, donc on est plutôt orienté hydrométallurgie, et puis surtout qu'il y a eu le besoin de brûler la membrane et puis produire HF et perdre complètement la valeur ajoutée de ce polymère. Et du coup, on a proposé deux voies, donc la voie chimique et la voie électrochimique, en utilisant directement les AME sans passer forcément par une étape d'incinération. Donc d'abord la voie chimique. Donc tous ceux qui travaillent avec les platinoïdes savent que il faut combiner deux approches, à la fois les oxyder et puis pour les rendre stables en solution, leur apporter des complexants. Donc c'est typiquement les chlorures. Donc ce qu'on a testé ici, c'est la combinaison de HCl en tant que source de chlorure et deux oxydants différents, donc l'acide nitrique et H2O2, donc l'eau oxygénée en tant qu'une alternative à l'acide nitrique en tant que oxydant. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de chauffer. Donc l'eau régale sans chauffage, ça marche pour les nanoparticules, notre catalyseur. Et on n'est pas obligé d'avoir des taux importants d'oxydants. Donc vous voyez qu'à 1-2% d'oxydants d'un HCl, on a déjà une efficacité qui semble très bonne et elle n'augmente pas énormément si on augmente le taux d'oxydant. Donc du coup, on a décidé de poursuivre après avec 2% H2O2 ou 5% HNO3 pour la suite de ces travaux, toujours menés à 25 degrés, donc température ambiante. Euh, Une variante à l'exciviation chimique, c'est la variante électrochimique. Donc l'idée derrière, c'était pouvoir éventuellement directement faire l'exciviation dans une pile à combustible. Et quand on s'intéresse en fait au phénomène qui mène vers la dissolution du platine, c'est comme je l'avais déjà remarqué, il faut d'abord l'oxyder et puis apporter les chlorures. Et quand on se met encore plus près, on essaie vraiment d'examiner le mécanisme. Donc, lors du vieillissement des piles à combustible, lors du fonctionnement, on se rend compte qu'il y a deux phénomènes qui peuvent se passer. Donc, il y a la dissolution, mais elle peut être combinée à un électrodépôt quand on a une variation de potentiel oxydant et potentiel réducteur. Et on s'est dit, on va partir de ces travaux-là. Donc, c'était dans le post-doctorat de François Guillet. Et on va essayer d'optimiser, donc faire exactement l'inverse qu'ils font nos collègues électrochimistes qui veulent prolonger la vie de ces catalyseurs. On va partir de leurs travaux, mais on va aller vers cette dégradation qui, eux, ils veulent pas. Et on a testé deux bornes, donc une borne positive, une borne donc 1,2 volts versus un électrode à hydrogène, et puis deux bornes passent à 0,85 volts et 0,4 volts. Et naturellement, vous seriez probablement amené à aller loin dans l'oxydation et loin en réduction, et vous atteindriez probablement à avoir une efficacité importante quand vous faites des sauts de potentiel importants. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai en fait. Si on va trop loin avec le potentiel de réduction, on va avoir un redépôt. Donc les particules qu'on a dissous, elles vont se redéposer sur des plus grosses particules. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été souhaité. Et on s'est rendu compte que si on limite un petit peu cet écart de potentiel, on va peut-être dissoudre un tout petit peu plus lentement, mais on va éviter cette agrégation, donc ce redépôt de particules.
Et du coup, on a optimisé ça d'abord avec un catalyseur modèle, avec un montage avec une électrode à disque tournant. Et puis, grâce à la collaboration avec un industriel, donc Symbio, un industriel français, on a testé le protocole directement sur les AME. Donc, ce que vous voyez, c'est les photos MEB. Sur les photos MEB, les particules noires, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les examiner, les particules noires, c'est les métaux et en particulier ici le platine. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble quand l'AME est fraîche, neuve. Puis après une utilisation, donc ici c'est post-vieillissement, donc vous voyez bien que le vieillissement il mène à un grossissement des particules. Et puis quand on a appliqué notre protocole avec la variation des potentiels oxydants des réducteurs, vous voyez bien qu'il y a une disparition des particules, que ce soit côté anode ou côté cathode. Par contre, il y a certaines particules qui semblent résister à notre protocole et notre hypothèse c'est que ces particules ont perdu leur connexion électrique. Et du coup, même si on prolongeait le traitement, on n'arriverait jamais à les dissoudre parce qu'ils ne conduisent plus. Il y a plus de continuité de circuit électrique. Donc, une fois qu'on a platiné en solution, il faut savoir le récupérer. Les solutions, des fois, peuvent être très diluées. Et puis, il y avoir aussi d'autres métaux, hein, parce que je l'avais expliqué tout au début. Aujourd'hui, on va avoir aussi tendance à utiliser des alliages. Donc, il n'y a pas que le platine, il peut y avoir du cobalt, du nickel, euh, etc. Donc, une fois que le platine est en solution, il faut savoir le séparer, éventuellement purifier et éventuellement aussi concentrer. Et tout cela peut être fait à travers l'utilisation des opérations classiques de l'hydrométallurgie, comme l'extraction solvant ou l'utilisation des résines échangeuses d'ions. Et comme vous le savez probablement tous, quand on fait extraction liquide-liquide ou les résines échangeuses d'ions, en fait, à l'intérieur, il va y avoir deux étapes. Donc, l'étape aller, extraction et captage, et puis l'étape de extraction-retour ou désorption. Et puis nous, combiner tout d'abord par une précipitation. Donc on commence par les petites opérations en batch et puis pour développer le procédé. Et puis on est passé par une optimisation en utilisant euh, une configuration de courant croisé, toujours à 25 degrés. Donc on a testé plusieurs approches, comme je vous avais dit, donc deux voies de lixiviation chimique. Puis, extraction liquide-liquide, où on a utilisé octanol et l'extraction Cyanix 923. Et puis, une résine échangeuse d'ion pour les autres alternatives. Donc, on va se retrouver avec quatre alternatives comparées. Donc, deux opérations de séparation et deux voies de lixiviation différentes. Euh, qu'on a pu optimiser. Vous voyez que chaque étape a une efficacité qui est plutôt satisfaisante, au-delà de 80%. Malheureusement, comme les étapes se suivent et du coup les efficacités se multiplient, on voit quand même au fur et à mesure qu'on perd un tout petit peu et qu'on a une efficacité globale de récupération de platine aux alentours de 70%. Euh, et du coup, la question qu'on s'était posée un tout petit peu au départ, c'est est-ce que en faisant cela, on va vraiment faire une bonne chose pour l'environnement? Est-ce qu'on va vraiment diminuer les impacts environnementaux en faisant du recyclage? Et du coup, on compare ici deux scénarios, un complètement basé sur l'utilisation du platine primaire avec une fin de vie incinération de la membrane, pas du tout récupération de platine. Et un deuxième scénario où on va faire nos quatre alternatives de recyclage. On va incinérer uniquement la membrane et la GDL, dont je ne vous ai pas parlé, et un joint qui est aussi présent dans l'incinérateur. Comme on va perdre un tout petit peu de platine en cours de route, on va supplémenter par du platine primaire, hein, ce qu'on avait perdu. Et on voit réellement qu'il y a une diminution des impacts, au moins très importante dans quatre catégories examinées. Euh, il y a une légère diminution dans la catégorie de réchauffement global et il n'y a pas du tout une diminution dans la catégorie de destruction de la couche d'ozone, parce que c'est celle-ci, si vous vous rappelez, elle est 100% liée à l'utilisation et la production du naphule.
comme on ne recycle pas dans ce scénario-là, il n'y a pas d'économie faite pour l'environnement. Et puis, je vous ai dit aussi que souvent, aujourd'hui, on va trouver au moins d'un côté de la membrane un catalyseur allié, donc typiquement platine et cobalt. Donc, on a adapté notre procédé pour une séparation entre platine et cobalt en introduisant une étape supplémentaire de séparation, de récupération de cobalt avant à récupérer derrière le platine. En optimisant, on a ajouté quelques étapes, quelques étages supplémentaires. Donc, on va ici être à 85, 80% de récupération de platine par la voie solvant. Et on a fait ces travaux uniquement avec un lixivien à base de HCl et d'eau oxygénée. Donc, si on compare les impacts environnementaux uniquement de ceux de procédés, hein, les produits chimiques qu'on a consommés lors de l'étape de recyclage, on se rend compte que l'alternative solvant apporte plus d'impact hein, que l'alternative résine. Si je vous ai dit que notre un petit peu marque de fabrique aujourd'hui, c'est le fait qu'on a su faire le recyclage de boucle fermée. Donc, on a pris les solutions alcalines qui sortaient de notre procédé de recyclage et on a utilisé la voie polyol modifiée pour synthétiser les particules de catalyseur qu'on a après testé électrochimiquement. Et au milieu de votre écran, vous voyez les photothèmes euh, qui vous permettent de comparer la qualité de nos catalyseurs. Donc en haut, vous avez une référence commerciale et les petits points noirs vous renseignent sur la distribution et sur la taille des particules de platine sur un catalyseur commercial. Donc vous voyez que les particules sont très petites et régulièrement distribuées. Nous, quand on a fait cette synthèse avec une solution alcaline de platine qui venait de la voie solvant, on s'est rendu compte que on n'a pas du tout cette jolie distribution avec des petites particules. Donc on en a un tout petit peu, mais on a aussi des grosses particules qui ne sont pas électrochimiquement très actifs. Mais par contre, en utilisant la résine échangée de ions, on se rend compte qu'on arrive à être comparable au catalyseur commercial. Donc on a beaucoup de petits points noirs, donc des nanoparticules bien distribuées de taille homogène. Et quand on fait, donc vous avez à votre gauche quelques indications sur le procédé lui-même de synthèse et puis aussi sur les performances et le chargement visé. Et on a fait tester après les catalyseurs commercialement, pardon, les catalyseurs, les trois catalyseurs, le catalyseur commercial et les deux catalyseurs recyclés. Donc on les a testés pour l'activité électrochimique. Je ne vais pas rentrer en détail des courbes, mais donc c'est les différents tests que les électrochimistes ont l'habitude de mener. Et vous voyez que la courbe jaune-orange et verte, elle se superpose presque. Donc, c'est le catalyseur commercial et le catalyseur recyclé via l'utilisation des résines. Donc, vous voyez qu'elle se superpose presque, alors que le catalyseur solvant, recyclé par voie solvant, il a perdu énormément en activité. Recycler, c'est bien. Le boucle fermée, c'est faisable, mais on voit quand même que la voie suivie lors de ce procédé, elle a une influence primordiale sur la qualité de catalyseur récupéré. Quand on regarde toujours le côté environnemental avec l'analyse des cycles de vie, donc ici d'abord l'image à votre gauche en bas, donc c'est juste la partie synthèse. Donc comme je vous ai dit, au fur et à mesure on perd un tout petit peu de platine, donc on va supplémenter avec le platine primaire pour rester à taux de platine stable. Et les 20% de platine qu'on a perdu, qu'on est obligé de supplémenter au système, vous voyez que ça amène énormément d'impact. Donc l'idée derrière, ce serait aussi chercher à minimiser toutes les différentes pertes qu'on a et à minimiser le nombre d'étapes qu'on va utiliser. Par contre, après, quand on fait une analyse globale sur la totalité du procédé, donc on va commencer par la production,
passer par le recyclage de la membrane échangeuse proton avec ses couches catalytiques. Donc vous avez ici le chargement initial et final qu'on va viser. On se rend compte qu'on voit encore beaucoup de la couleur jaune-orange ici. Et c'est le platine qu'on a dû supplémenter au système pour rester à une quantité constante. Donc c'est vraiment l'idée derrière de chercher à minimiser les pertes, pas être obligé quand même à avoir recours à du platine primaire pour mitiger les pertes qu'on a subies. Et puis, on compare chaque fois ici voie solvant et voie résine. Et on avait vu précédemment, si on fait juste le focus uniquement sur le procédé de recyclage, que les solvants, comme on s'attendrait, apportent beaucoup plus d'impact. Mais ces impacts, en fait, du procédé de recyclage, elles sont beaucoup après écrasées par les impacts de platine primaire qu'on a dû supplémenter au procédé. Donc, il n'y a plus trop de différence entre les deux voies. Par contre, on voit toujours encore pas mal de couleurs rouges, justement sur l'indicateur de destruction de la couche d'ozone. Je l'avais dit déjà 2 fois, donc ça c'est l'indicateur qui est lié à l'utilisation de la membrane et nafion et sa production. Donc s'il fallait encore argumenter aussi pour le recyclage du nafion, hein, l'argument se trouve ici. Et on ne s'est pas contenté de cela, on s'est dit, bon, on a quelque chose qui marche, mais on perd quand même pas mal de platine, essayons de simplifier. Et on a, avec du coup, un autre postdoctorant, trouvé une voie un tout petit peu différente de production des nanoparticules et du catalyseur. Donc, on va partir de notre lixivien à base de HDO2, HCl, mais on va cette fois-ci partir directement sur la synthèse en utilisant la polydopamine, qui est une molécule d'origine biologique. Elle va avoir un double avantage. Elle va nous permettre aussi un tout petit peu fonctionnaliser les particules de carbone qu'on va utiliser. Euh, donc, cette voie-là marche aussi. Elle nécessite, par contre, en fin de procédé, un traitement thermique du catalyseur pour le rendre actif. Donc, vous voyez ici la comparaison des photothèmes. Donc, vous voyez que celui qu'on a appelé CBE, Carbon-Based Extraction, à cause de l'utilisation de polydopamine, elle nous donne des particules qui sont certes un tout petit peu plus grosses, mais régulièrement distribuées sur le catalyseur et auront une activité surfacique qui est comparable au catalyseur de commerce. Donc on a 2 voies possibles et cette fois-ci on a eu beaucoup moins de pertes, le procédé était beaucoup moins simple, beaucoup plus simple, donc 96% de récupération du platine. Et ce procédé, il s'en sort aussi plutôt pas mal du côté analyse des cycles de vie. Donc, on compare d'abord sur l'image de votre gauche la production des particules, soit à partir en gris, soit à partir du platine primaire, et puis le procédé solvant, le procédé résine et le procédé à base de polydopamine en jaune, orange et bleu. Et vous voyez que sur beaucoup de catégories, on a une énorme baisse d'impact qui n'est pas observée sur la ozone depletion layer, donc sur la destruction de la couche d'ozone, et pas beaucoup sur le réchauffement global. Par contre, pareil, à nouveau, quand on passe à l'ensemble des cycles de vie de l'AME, on va voir que euh, il y a d'économies importantes, donc tout ce que vous voyez en vert, donc pas mal d'impact évité grâce à ce recyclage. À l'exception de l'impact de réchauffement global et de la destruction de la couche d'ozone qui sont du coup aussi sensibles à la membrane navion. Donc pour conclure, j'espère que je n'étais pas trop longue. Euh, donc comment on peut réduire à la fois le coût et l'impact environnemental de la technologie PEM?
Comme je l'avais déjà noté, en augmentant la durabilité de ces objets, en diminuant la quantité de platine qu'on va utiliser, en essayant de la substituer un tout petit peu, et puis bien évidemment en augmentant le taux de recyclage, comme je vous ai démontré aujourd'hui. Et ceci, ça a été vérifié, c'est vrai aussi au niveau de l'AME, donc cœur de pile, mais aussi au niveau du stack. Il y a d'autres études que je n'ai pas citées aujourd'hui, mais qui le prouvent. Donc, dans nos travaux qu'on a menés ces dernières 10 années, on a testé et développé plusieurs alternatives pour récupérer platine ou platine et cobalt. On a démontré la faisabilité de boucles fermées, donc on peut produire un catalyseur qui est comparable en termes de qualité au catalyseur commercial. Euh, la voie échange d'ion semble donner de bons catalyseurs, mais semble un tout petit peu moins efficace que la boîte solvant ou l'extraction à base de dopamine, mais elle donne de très bons catalyseurs, qui est, comme je l'avais déjà dit, comparable au catalyseur de référence. Et on a su prouver, on a prouvé que en faisant le recyclage, on arrive à diminuer les impacts environnementaux de ces objets. Mais il faudra compléter cela par le recyclage du platine, du neuf-ion, pardon, et essayer de maximiser l'efficacité de recyclage de ce platine afin d'éviter les pertes. Donc j'aimerais bien finir ma présentation par les remerciements aux différentes personnes qui ont contribué à ce travail. Donc Lucien Duclos, le premier doctorant qui a travaillé sur ce sujet-là, Raphaël Château qui lui a aidé à synthétiser les premières catalyseurs recyclés, puis François Guillet et Kian Passing, respectivement les deux postdoctorants qui ont travaillé sur d'abord la lixivation électrochimique, pardon, et puis sur la synthèse via la voie de dopamine, et Tom Bauer qui a complété ses études par les analyses de cycle de vie, et puis tous mes autres collègues, co-encadrants et encadrants, et puis également les financeurs. Donc un petit coup d'œil sur les différentes publications qu'on a pu sortir, et je m'arrêterai là. Je vous remercie pour m'avoir invité et pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Lenka, pour cette présentation très riche. Alors, on a déjà quelques questions dans le chat, donc on vous invite, si vous en avez, même si on n'aura pas trop de temps sur les questions, on vous invite néanmoins à en poser d'autres si vous en avez. Donc, je vais commencer par celle d'Hervé Mur dans l'ordre. Je pense qu'il y a quelques éléments que tu as mentionnés, mais où peut-être les personnes ont besoin de précision, notamment sur le passage du précipité et du sel de platine sous la forme d'un platine métallique. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Donc c'est la voie polyol. Je vais peut-être revenir sur le slide. Euh, donc que ce soit un platine sous forme d'acide avec sa chloroplatinate ou le sel de chlorure de sel hexachloroplatinate d'ammonium. En fait, c'est l'éthylène glycol qui sert de réducteur. Donc en fait, c'est une réduction qui se passe du coup d'un éthylène glycol à 66% qu'on va chauffer à 160 degrés et qu'on va maintenir sur l'atmosphère argone pendant un certain temps. Et puis euh, on va donc ça c'est dans un média qui est alcalin et puis après on va déposer les particules sur le support carbone en acidifiant le médium et en ajoutant les particules de carbone. Voilà pour la. Merci, J'espère Lenka. que c'était clair. Et puis, On il y a une autre question. Est-il possible, en lixiviant le catalyseur PTCO, de synthétiser un nouveau PTCO? En théorie, oui, on n'a pas tenté pour le moment. Donc, on a encore des travaux à faire. On n'a pas tenté, mais en théorie, oui. Mais on est parti de l'idée que, en fait, en fin de vie, on ne sera pas capable de distinguer rapidement
entre les piles juste à base de platine et les piles contenant le catalyseur combiné. Et celui-là aussi, il a tendance à pas trop résister dans le temps. Donc, il peut être lixivié au fur et à mesure de la vie de la pile. Donc, on n'aura pas les bonnes proportions dans le lixivier. Donc, il faudrait éventuellement supplémenter avec le cobalt pour pouvoir faire les bonnes nanoparticules. Alors, il y avait une autre question qui était sous la forme du platine, mais je pense que tu y as répondu en répondant au sel, donc je vais la passer. Il y avait une autre question de Benoît Villemejane sur la durée de vie moyenne d'une pile à combustible. Ça, c'est une question piège. Euh, j'ai plus en tête là. Il y a des durées qui sont visées pour des protocoles particuliers. J'ai quelque chose en tête comme 40 000 heures de fonctionnement pour le C'est département enregistré, américain Lenka, de fais attention, l'énergie. hein. Ouais, c'est entre Un ordre de guillemets à grandeur. vérifier. Je sais pas. Mais ça dépendra en fait, ça dépendra du comment la pile est utilisée. Est-ce qu'il y a beaucoup de cycles de démarrage, d'arrêt, des choses comme ça qui abîment la pile? Alors, une autre question, d'ailleurs, j'avais la même. Les perspectives sur le recyclage du nafion, sous la forme de monomère ou autre, de Nicolas Ça, c'est Copé. les travaux que j'ai pas démontrés, mais en parallèle de travail de François Guillet, il y avait une autre postdoctorante qui a travaillé. Donc il y a déjà la question comment on sépare. Donc c'est pas aussi évident que ça, séparer le catalyseur et le nafion. Donc on a passé énormément de temps sur la séparation. En fait, l'idée c'est d'utiliser les solvants qui sont pas très dangereux, qui sont plutôt doux, pour faire gonfler la membrane et faire détacher les particules. Et puis une fois qu'on a fait ça, donc la membrane, elle a subi aussi un vieillissement. Donc il peut y avoir des trous, des coupures du chêne, des dégradations, des fluorures et des sulfonates qui sont partis dans les eaux de pile. Donc l'idée c'est de comment après dissoudre, comment séparer les chaînes longues qu'on pourra réutiliser, des chaînes courtes. Donc il y a des travaux en cours, mais rien qui a su aller jusqu'au bout pour le moment. Damien, je te laisse poser ta question. Ouais, merci. Ouais, j'en profite directement, je l'ai posé dans le chat. Merci en tout cas Alenka aussi pour présentation super didactique et très intéressante avec la perspective de toute l'analyse de cycle de vie. Tant qu'on est sur le Nafion, il est ciblé par les restrictions réglementaires sur les produits fluorés là, au niveau européen. Pas pour le moment. Pas pour Parce le que moment. ça reste une application niche, donc il n'est pas très visible. Mais il y a bien évidemment des discussions. Et par exemple, dans le cadre de PUPR hydrogène, actuellement, on a un projet de la pile qui fonctionnerait à 95 degrés, alors que les classiques, elles fonctionnent 70, 75. Et là, il y a dans le cadre de ce projet, on développe d'autres polymères. J'ai pas la chimie en tête, et j'ai pas je suis pas D'accord. sûre que j'ai le droit de dire lesquels, mais il y a l'idée de remplacer le polymère fluoré par autre chose. Super, merci. C'était une question intermédiaire, parce qu'en fait, c'était pas ça ma question, Emmanuel. T'affole pas. Donc, la question que j'avais posée dans le chat, pour revenir à ta présentation, est-ce que vous avez une explication pour la différence de taille de nanoparticules de platine que vous observez selon la voie de purification, solvant ou résine? Parce qu'à la fin, finalement, vous avez dans les deux cas le même platine, non? C'est le même platine, mais on suspecte qu'il y a des traces de solvant qui jouent sur le surfactant. Et du coup, qui gênent après ils vont faire agglomérer les particules. Voilà, la création, formation des particules, elle se fera pas aussi librement parce qu'ils seront un peu gênés, en fait, par la présence des traces. Les résidus du cyanex ou des produits de L'octanol. décomposition, du coup. Ah, octanol, il y Il a y de a l'octanol. octanol, hein, et octanol, c'est un alcool, mais il commence à être assez gros, quoi. Tout à fait, merci.